Bonsoir à tous, merci d'être là. Comme on s'en doutait, c'est à Luçon qu'il y a le moins de monde. Oui, mais la qualité est là. On avait une quarantaine de personnes dans les autres paroisses. Et à Luçon, c'est 2 fois moins. Parce que les gens, ils ont tout ce qu'il faut, ils savent qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer pour eux. Et donc, pas d'effort. Non mais, je sais. Je m'en doutais un peu, mais ça démontre. Voilà, bon, c'est comme ça, écoutez, les absents ont toujours tort. Vous avez raison, vous êtes là. Merci, j'espère que vous ne regretterez pas votre soirée. Donc, la soirée, comment on va faire? On va d'abord prendre un petit temps de prière, et puis, ensuite, à plusieurs voix, on vous présentera le projet d'abord. Enfin, le Père Pascal, donc curé de Saint-Hermine et Mareuil, là, parce que vous présentera. Ça vous entendez? Oui. Vous présentera un peu le pourquoi, les causes de cette réforme, pourquoi on y arrive, pourquoi on en est là. Moi, j'essaierai de vous parler un peu du processus et puis du projet, de la proposition qui va être faite. Même si nous, on arrive en fin de parcours. Donc, Luçon, c'est la dernière du doyenné. Donc, elle est un peu tard, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, Cathy de Chaillet dira un peu les défis, les buts de cette réforme. Même si vous allez voir, ça se recoupe un peu, ce qu'on peut dire. Elle remplace Elisabeth, qui normalement le fait. Et je excuse Elisabeth Saunier, qui a des soucis de santé là, cette semaine, qui est très très fatiguée, donc qui se repose. J'excuse également Stanislas Zagli, qui vient de commencer un autre mi-temps pour la pastorale des jeunes et la confirmation sur La Roche-sur-Yon. Donc ce qui fait qu'il y a une réunion de confirmation à La Roche ce soir. Donc voilà, c'est ainsi. Parce qu'en fait, on y reviendra tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant, il y avait un petit comité de pilotage, c'est un copil pour contracter, qui a été mis en place dans chaque doyenné pour mener un peu la réflexion de cette réforme des paroisses. Parce que quand on est trop nombreux, c'est toujours plus compliqué. Surtout avec le Covid, c'était encore plus compliqué. Donc on avait un petit comité de pilotage, où il y avait tous les états de vie, prêtres, diacres, baptisés, laïcs, et de chaque paroisse. Donc, le Père Pascal, prêtre, représentait Saint-Hermine. Nicolas Fabre, ici, diacre, représentait Mareuil. Cathy représentait Chaillet. Il y avait André Barrado, qui n'est pas là ce soir, qui représentait Saint-Michel, comme laïque. Elisabeth Saunier représentait Luçon. Et puis, donc, il y avait également Stanislas comme laïque en mission ecclésiale. Donc, c'est le seul salarié en pastoral sur tout le doyenné. Représenté, et puis moi comme doyen, curé doyen. Et puis on avait l'aide un petit peu pour les choses techniques de Nicolas Keinec de Mareuil, qui nous aidait à trouver des chiffres, statistiques, etc., des projections et des perspectives pour nous aider à réfléchir. Donc voilà un peu le comité de pilotage qui a mené la réflexion qu'on va vous présenter ce soir. Je vous propose, pour bien se mettre dans la bonne perspective, de se lever et de prier et de se confier au Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Confions-nous à l'Esprit Saint, confions notre réflexion, notre paroisse, notre doyenné, notre diocèse et toute l'Église à l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, témoins véridiques, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu,
viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, le Seigneur nous envoie en mission, comme baptisés, comme membres de l'Église, pour répandre la bonne nouvelle, aujourd'hui en 2021, ici. Accueillons cette parole de Jésus, cette bonne nouvelle, cet évangile, pour nous, pour chacun de nous, personnellement et ecclésialement en Église, pour nous laisser interpeller et appeler, pour regarder et marcher dans la bonne direction, à la suite du Seigneur Jésus. Et depuis le jour de notre baptême, nous sommes enfants bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. Alors avec les paroles mêmes de Jésus, ensemble adressons-nous à notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié de continuer le programme, parce qu'après d'avoir présenté ce qu'on va faire, on rendra grâce à Dieu d'abord, et puis on fera un petit groupe pour un temps d'échange, de questions, et après, l'objectif c'est aussi de la communication, de pouvoir communiquer ensemble. On se rend jamais assez compte que c'est toujours là le problème, la communication. Donc de pouvoir, parce qu'effectivement le projet pour le doyen du son est bien avancé, parce qu'il est assez évident, vous allez le voir, il n'y a pas 10 000 choix possibles. Et donc il est assez avancé, il y a des doyennés aussi beaucoup plus compliqués, j'en parlerai, les nouvelles fraîches depuis la semaine dernière. Mais quand même, de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, et de faire partie aussi d'un élan, parce que en soi, la réforme des paroisses, c'est un moyen, c'est pas un but. Donc, vers quoi cela doit nous conduire? Donc, on prendrait le temps en petit groupe d'échanger, faire remonter tout ça, pouvoir partager ensemble, essayer de répondre aux questions. On n'aura pas des réponses pour tout, et au moins d'essayer d'éclaircir des choses, des points, et puis ensuite de reprendre un peu tout ça, et enfin de terminer en se confiant à la prière de Marie, surtout à cette veille de l'Immaculée Conception. Voilà un peu l'idée, donc je passe la parole au Père Pascal pour nous dire un peu les raisons, les causes, les pourquoi
de cette réforme. Donc, ce projet, les paroisses, quand on regarde un peu notre Église, qui est une vieille dame, très vite, les communautés chrétiennes, lorsqu'elles se sont, on va dire, étoffées, agrandies, implantées un peu sur tout un territoire, après la paix constantinienne, eh bien, elles se sont organisées sous forme de paroisses. Il y a eu d'abord, il y a eu les diocèses, avec un évêque, une portion d'église, et puis à l'intérieur des diocèses, des paroisses qui, pendant longtemps, ont correspondu une paroisse égale un clocher avec un curé. Voilà. C'était comme ça que longtemps ça fonctionnait. Et puis même un curé assisté de plusieurs vicaires. Et vous qui êtes là, un certain nombre, vous avez dû connaître, même dans les petites communes, il y avait le curé avec quelquefois même jusqu'à 2 vicaires. Comme on disait l'autre jour, le curé avait le temps de cultiver son jardin, évidemment, mais pas que. Pas que, oui, encore que. Oui, c'est facile à dire aujourd'hui. Non, on ne répond pas maintenant, madame. La parole sera tout à l'heure. Donc, j'ai pris la définition du code de droit canonique, le droit de l'Église, et voilà ce qu'il dit au canon 515, paragraphe 1. Paroisse, une communauté précise de fidèles qui est constituée d'une manière stable dans l'Église particulière, le diocèse, et dont la charge pastorale est confiée au curé comme à son pasteur propre. Voilà. C'était clair. Bon. Depuis quelques années, les choses devenaient moins évidentes, et notamment en raison de la diminution des prêtres. D'où une réforme des paroisses. En quelle année? La dernière. Oh, non. On s'approche. 1997. Souvenez-vous, à la Pentecôte 1997, eh bien, Monseigneur François Garnier a lancé, inauguré les nouvelles paroisses dans le diocèse de Luçon. On en avait, alors je ne sais plus combien, je n'ai pas regardé. Merci. 259. Bon, on va peut-être pas chipoter pour autour de 300. Et nous sommes passés à 59. Donc, imaginons quand même, imaginons ce que ça voulait dire. Passer de près de 300 à 59, c'était quand même un sacré défi. Vous vous souvenez, il y a eu quand même toute une concertation, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Et moins de 25 ans après, il y avait besoin de quelques réajustements. Ce qui est normal. Des frontières qui avaient été faites, et puis quelques années après, ça aurait peut-être été mieux de. Vous savez bien. C'est à l'usage qu'on se rend compte que finalement la construction de la maison n'était peut-être pas tout à fait ce qu'on avait pensé. Voilà. Et c'est pour cela que l'évêque, en arrivant, il est arrivé en 2018, et bien très vite, a décidé non seulement d'un réajustement de certaines paroisses, mais de revoir la carte entière des paroisses. Non pas pour que dans 25 ans on change, mais essayer de constituer des paroisses qui vont tenir dans le temps. Je ne veux pas dire l'éternité, mais quand même un certain nombre d'années. Alors, évidemment, c'est dû à la diminution des prêtres, c'est vrai, mais peut-être pas que. Et le grand défi, c'est comment nous, on va faire que ces paroisses, eh bien, elles soient vraiment des lieux de vie dynamiques. Et pour l'ensemble de la paroisse. Voilà. Pas simplement pour un clocher, central ou pas, mais que toute la paroisse, tous les fidèles qui la composent, eh bien, soient dans un élan d'évangélisation. Et ça, il faut reconnaître que c'est un sacré défi. C'est-à-dire que la paroisse, elle a besoin de son pasteur, du curé, avec quelques prêtres, si c'est possible, mais elle a besoin de tous les fidèles
laïque. Besoin des diacres, besoin des communautés chrétiennes quand il y en a. Des communautés chrétiennes, des communautés religieuses. Voilà. Et il y en a sur Luçon. Vous avez encore la chance d'avoir quand même quelques communautés. Oui. Mais le Carmel. Mais après, il n'y a pas d'autres. Les Pères de la Plaine. Mais autrement, il n'y a pas d'autres religieuses. Il y a eu les Sœurs de Miséricorde en 2009 ouais, 2010. Ouais, mais qui sont partis. Voilà. Alors, le projet de l'évêque, vous avez reçu la lettre pastorale oui. Que l'évêque avait envoyée, mais c'était juste en novembre, juste avant le Covid, là, qu'on a diffusé largement, voilà, et puis qui devait être exploité, mais qui finalement a tombé un peu à plat. Est tombé à plat, c'est peut-être parce que, eh bien, avec les circonstances, eh bien, voilà. Mais, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de continuer la réflexion et de pouvoir concrétiser ce projet, cette réflexion de l'évêque. Alors, lui, ce qu'il souhaiterait, quand je dis lui, c'est pas la personne avec le conseil, son conseil, c'est de passer de 59 à une trentaine, 35. Voilà, c'est la voie paroisse. Donc, la diminution sera moins, évidemment, qu'à la première réforme, mais ça va quand même changer un peu la donne. Et donc, ça va nous obliger, tous, à bouger encore dans notre manière de faire. Et encore une fois, non pas pour nous écraser, mais pour qu'on puisse, au contraire, être dynamisé par une nouvelle paroisse. Et peut-être davantage mutualiser les forces en présence, et sans oublier aussi d'appeler. Et on l'a vu l'autre fois à Saint-Michel-en-Herbe, ça nous a frappé quand même, que, comme quoi il y a des gens qui sont prêts à s'investir. Et souvent, on a peur un peu, on n'ose pas, oh ben non, pas celui-là, pas celle-là, parce qu'ils ont on fait souvent des réponses à leur place. Donc, comment, eh bien, ces paroisses ne vont pas être, comment dire, la fin du petit cheval, l'enterrement, mais la toute nouvelle naissance. Voilà, qu'elle soit rayonnante. Merci Pascal. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a eu un comité de pilotage qui a été mis dans chaque doyenné, notamment chez nous, donc je vous ai dit de qui il était composé. On a commencé à se réunir et puis ça a eu le Covid, donc ça a compliqué un peu les choses, puisque après, les propositions du comité de pilotage étaient envoyées aux équipes pastorales de chaque paroisse, qui faisaient remonter des remarques, des questions. Puis ensuite, on envoyait, vous savez, il y avait un petit sondage papier ou sur Internet pour un peu consulter les gens. Donc c'était vers avril-mai de cette année. On voulait faire des assemblées paroissiales au printemps, mais c'était compliqué de rassembler des gens dans des lieux, donc tout ça a dû être décalé. C'est vrai que ça arrive un peu en retard, entre guillemets, mais on arrive quand même à le faire. Donc on avait ça, on a eu, avec le comité de pilotage, on a fait venir par exemple des élus pour discuter avec eux, un peu avoir leurs avis. On a eu Anne-Marie Coulon, donc maire de Mouzeuil et présidente des maires de Vendée et membre du conseil départemental, et puis Dominique Bonin qui était présent, donc Gisibert qui a été invité n'a pas pu venir au dernier moment, pour un peu discuter avec eux, parce que c'est vrai qu'on voit que c'est un peu à tous les échelons, qu'il y a des regroupements, qu'on manque pas que des prêtres, on manque de médecins, on manque de... Voilà, donc c'est pas que au niveau de l'Église, déjà c'est intéressant d'en prendre conscience. Et donc on a essayé de voir un petit peu les perspectives par rapport à la carte scolaire, la démographie, le dynamisme économique, etc., pour essayer de voir un peu les choses qui se dégageaient. Avec le comité de pilotage, et ça c'était assez intéressant, il y a 3 hypothèses. On s'est dit, il y a 3 hypothèses, une seule paroisse. 5 paroisses, on fait une seule paroisse, une paroisse, le doyenné correspond à une paroisse. On s'est dit, quelques-uns étaient pour, mais on a vu quand même que ça allait très vite, ça cassait des dynamismes, ça faisait très grand, ça faisait 43 clochers, donc là ça faisait une surface très importante. Et on a vite vu que voilà, c'était trop brutal d'une certaine manière et cassant des dynamiques. Ensuite on s'est dit,
2 ou 3 paroisses. Donc 2 paroisses, Mareuil, Saint-Hermine, aux zones de bas bocage, le nord, et puis ensuite les Marais et la Plaine, Luçon, Saint-Michel-en-Lerme, Chaillé-les-Marais. Et puis éventuellement 3 paroisses, donc pareil, Mareuil, Saint-Hermine, Saint-Michel, Chaillé et Luçon, tout seul. Et au départ, c'était une option qui plaisait davantage quand on sondait les gens sur Chaillé et Saint-Michel, parce que être attaché à Luçon, le lien avec la ville de Luçon, la campagne, ça faisait un peu peur d'être un peu mis de côté. Donc, on a eu des explications avec des personnes de Saint-Michel, de Chaillé, au conseil de doyenné. Ils en ont parlé entre eux. Et au final, ce qui ressortait, c'est que les gens avaient conscience que la population était vieillissante, les bénévoles engagés sur ces 2 paroisses étaient vieillissantes, et que donc à court terme, 5 ans, 5 et 10 ans, les forces vives allaient vraiment sérieusement baisser, et que donc si ça faisait une paroisse, Saint-Michel-Chaillé, très rapidement, il risquait d'avoir des difficultés d'organisation, de forces vives, de dynamisme. Donc, de manière plutôt dans le bon sens, ou en tout cas ils ont accepté assez vite comme une évidence, et c'est ce qui s'est imposé un peu à nous aussi, qu'en fait la seule vraie solution c'était 2 paroisses, une au nord et une au sud, et qu'il n'y avait pas 10 000 possibilités. Alors vous l'avez justement sur votre feuille, la page 2, avec la carte, avec un petit changement, enfin un truc en plus par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que donc Saint-Hermine-Mareuil, c'est environ 18 500 habitants, c'est 23 clochers, ce qui est des tout petits villages. Ça monte assez haut, la Jaudonnière c'est tout près de Chantonnet, ça touche Chantonnet. Voilà pour les chiffres. Et puis il n'y a pas de centre qui se dégage. Saint-Hermine et Mareuil sont des villes de taille assez équivalente. Voilà. Donc c'est assez équilibré. Ça peut être un atout, ça peut être aussi un inconvénient. Après, voilà. Et puis la paroisse du Sud, Luçon, Saint-Michel, Chaillé, plus, ça c'est la surprise, Nallier. Nallier qui est actuellement dans la paroisse de Lermenot. Lermenot qui va sûrement être attaché à Fontenay-le-Comte. Et les gens de Nallier, eux-mêmes, quand ils ont été interrogés, se sont dit, mais nous, Fontenay-le-Comte, c'est pas possible. On est à côté de Luçon, donc si c'est possible, on aimerait être attaché à Luçon. Donc l'évêque a dit on peut éventuellement redécouper des paroisses, mais on évite au maximum. Parce que c'est beaucoup de problèmes d'organisation ensuite, de règles de comptabilité, de plein de choses. Parce qu'il faut séparer des choses. Nallier viennent de faire il y a 5-6 ans une paroisse, salle paroissiale toute neuve, que donc va arriver dans la paroisse de Luçon. Donc il y a des choses comme ça qui ne sont pas simples. Mais en Vendée, il y aura peut-être à peine une dizaine de cas semblables. Et c'est vrai qu'on le voit au presbytère à Luçon, des gens qui ne sont pas forcément au fait des habitudes ecclésiales de Nallier vont venir spontanément au presbytère de Luçon demander pour un mariage ou un baptême. C'est-à-dire que voilà. Donc Nallier serait rattaché donc à la paroisse, ça ferait 20 clochers et environ 33 000 habitants l'hiver. On monte à 80 000 l'été, avec la faute et l'aiguille. Donc c'est une réalité bien particulière également. Donc voilà un peu ce projet en 2 paroisses. Alors je vais vous en dire un peu plus parce que la semaine dernière, vous avez le conseil presbytéral avec l'évêque pendant 2 jours chez les Marais. Et donc, dans le droit canon, l'évêque a l'obligation de consulter le conseil presbytéral sur une réforme de paroisse. Donc on a été consulté, on a voté. Et donc, pour tous les doyennés, sauf 2, c'est assez clair. Les choses sont assez claires. C'est très simple chez nous. Pour le coup, le doyenné de Luçon, ça passe bien. Par contre, pour le doyenné de La Roche-sur-Yon et de Montaigu, ils vont nouveau consulter les gens, ils vont revenir vers les gens, il n'y a pas d'urgence non plus. Au mieux attendre si ça pose des problèmes, s'il y a des questions. Mais donc, en tout cas, pour notre doyenné, les prêtres consultés ont plutôt donné un avis favorable. Après, à la fin, c'est toujours l'évêque qui décide. Ils ont conseil. Donc, nous, on propose quelque chose, il décide.
En tout cas, c'est vrai que pour notre doyenné, cette solution de 2 paroisses est celle qui actuellement fait consensus. Alors, on va y revenir après si vous avez des questions ou des remarques, parce que forcément il y en a pas des réponses pour tout. Ça c'est sûr. Donc voilà où on en est, sachant que l'évêque aimerait, en tout cas pour les doyennés où c'est plus clair, comme le nôtre, promulguer ces nouvelles paroisses vers janvier-février, pour que ça rentre en œuvre en septembre. Voilà. Alors après, ça rentre en œuvre en septembre, on prendra le temps au moins d'une bonne année pour fusionner des réalités, travailler ensemble, etc. Mais j'ai su quand même qu'en janvier 2023, il faudra une seule comptabilité. Vous voyez, perspective. Ça veut dire aussi avec des nouvelles nominations. Alors normalement, Ah, ben oui. c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'avec une nouvelle paroisse en septembre 2022 qui doivent rentrer en vigueur, Oui. Voilà. il y a avec des nominations qui vont tenir compte Voilà. Ouais. des nouvelles paroisses. Oui, normalement, mais avec force en présence. Voilà. Bon, pour les petites bonnes nouvelles, enfin bonnes nouvelles, oui, il y en a. Hein, quand même. On parlait tout à l'heure quand même, parce que je pense qu'il y a juste qu'il faut qu'on creuse, parce que tu disais en fait les paroisses, un prêtre, etc. Mais nos clochers, nos paroisses entre guillemets médiévales, parce que ça date du Moyen Âge, souvent elles avaient des longues périodes de plusieurs mois, voire plusieurs années, sans curé, sans prêtre. Nous, notre période où on a tout le temps des prêtres, toujours c'est le 19e. Hein. Avant, au 18e, 17e, hein, Agnès Il y a eu des périodes de guerre. Il y a eu des périodes de guerre, il y a eu des périodes de baisse de vocation, il y a des périodes où les gens n'avaient pas de messe, il n'y avait pas de sacrement, il y avait des prêtres qui pouvaient dépanner de temps en temps, et c'était compliqué. Donc c'est pas nouveau non plus, je veux dire, dans l'histoire, même s'il y a des particularités. Bon. Dans le diocèse, on a 17 séminaristes, ce qui est un chiffre plutôt bon par rapport à d'autres diocèses, donc il y a des perspectives intéressantes. Tout comme le disait le supérieur du séminaire aux prêtres, c'est des gars vachement bien, donc si vous n'en voulez pas, nous à Nantes on les prend. Donc c'est des gars bien, s'ils vont au bout, ce sera une bonne chose. Après nous allons accueillir 3 prêtres coréens et 3 prêtres indiens. Hein, c'est quasiment fait. Et c'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui veulent venir en Vendée pour redonner à la Vendée ce que la Vendée leur a donné dans leur pays. Ce qui est assez beau, hein. C'est vraiment très beau, très touchant. Voilà. Donc peut-être que nous, on aura la chance, la grâce d'accueillir un prêtre indien, on va voir. D'ailleurs, il n'est pas là, mais c'est par l'intérieur de Stanislas Zagli qu'on a des contacts avec un institut, et que le père Robert Dadio, vicaire général, les connaît. C'est comme ça que ces prêtres indiens devraient arriver les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis sur la base de Luçon, on va avoir à partir de février, si tout se passe bien, parce que c'est vrai que de visa avec le Covid, c'est un peu, c'est jamais, on marche sur des œufs, 3 religieuses sud-américaines qui devraient arriver à la maison canoniale. Voilà, c'est pour ça qu'on fait le ménage. À la maison canoniale, pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et qui vont aider la paroisse, les futures paroisses, le doyenné, tout ce qui est pastoral des jeunes, catéchèse, pastoral de l'enfance, visite des malades, des familles, etc. Donc voilà, il y a aussi des choses qui sont belles, parce qu'on accueille des gens d'autres horizons, qui donnent aussi de nous renouveler, qui nous bousculent dans nos petites habitudes. Voilà. Alors juste pour préciser par rapport à la page 3 également, la réforme des paroisses sur 3 niveaux, avant de donner la parole à Cathy là, pour les buts et les défis de cette réforme, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a donc au niveau du doyenné, qui pour nous n'a pas changé. Luçon et Montaigu sont les 2 doyennés qui n'ont pas changé de taille, ce qui est plutôt une chance. Parce qu'il y a des gros doyennés comme les Herbiers ou Chaland ou Fontenay, c'est beaucoup plus grand. Donc il y a continuer la mutualisation de nos activités en doyenné. Il y a déjà la pastorale du mariage, il y a la confirmation des jeunes, pouvoir continuer à travailler ensemble, mutualiser nos forces pour créer une dynamique. Ensuite, il y a la réforme des structures paroissiales. Et encore une fois, là, c'est un moyen, hein, c'est pas un but en soi, en vue d'un élan missionnaire, en vue de retrouver des dynamiques comme disait le Père Pascal. Et puis, la troisième chose, c'est une mise en place des communautés ecclésiales de proximité, un peu en lien avec ce qui a pu exister auparavant, des communautés chrétiennes de proximité, pour essayer de maintenir une présence priante et fraternelle au plus proche des gens. Parce que le risque,
C'est qu'en agrandissant, vous voyez bien, c'est qu'on s'éloigne des réalités qui sont plus loin du centre. Voilà, donc c'est pour ça que dans les autres paroisses qui sont plus loin du centre, il y avait plus de monde parce qu'il y a plus de peur. Il y a moins de crainte, donc moins d'intérêt. Bon, bref, c'est comme ça. C'est vrai qu'ici, on aura, comme c'est le centre. Mais il y a des vrais enjeux, et je pense que ce soir, c'est de cela qu'il va falloir qu'on parle. Voilà, je passe la parole à Cathy pour nous parler un peu des buts et des défis de cette réforme de paroisse. Donc après, vous aurez la parole. Vous avez compris que je remplace Elisabeth, et donc j'arrive ici un peu au pied levé. Mais bon, on va faire au mieux. Voilà, donc effectivement, renouvellement des paroisses, ça veut déjà dire agrandissement des paroisses. Alors moi j'en parle vraiment en connaissance de cause, parce que je ne suis pas à Luçon, je ne suis pas au centre, mais je suis à Chaguet-les-Marais. Donc vous avez entendu qu'on avait eu quelques craintes, pas de se faire manger, parce que pas à ce point-là, mais de se dire il faut encore qu'on vive et qu'on propose aussi des choses chez nous, aussi bien à Chaguet-les-Marais qu'à Saint-Michel-en-Lerme, et puis bon, pareil pour Saint-Dernier et puis Mareuil. Donc le défi, c'est de garder la proximité et d'oublier personne, et de ne pas tout ramener au centre. On ne va pas être la succursale de la maison mère. C'est brûle pour point, mais c'est un peu ça quand même. Alors donc, ça veut dire que nous devons ensemble maintenir une présence d'église sur l'ensemble du territoire, de façon équitable. Nous ne partons pas de rien. Effectivement, quand on dit nouvelle paroisse, on dit tout est nouveau, mais quelque part tout n'est pas du tout nouveau parce qu'on existe. Et puis chez vous, comme chez nous, il y a la catéchèse, il y a le SEM, il y a les équipes liturgiques, etc., etc. Donc on est bien d'accord qu'on ne part pas de rien, puisque derrière toutes ces choses, il y a des gens, et ces gens, c'est nous. Donc voilà, maintenant il faut qu'on œuvre pour que tout le monde puisse trouver sa place, et surtout qu'on puisse rejoindre tous les autres, ceux qui ne sont pas forcément engagés, et qui, eux, craignent quand ils sont, on ne va pas parler de périphérie, mais quand on habite à l'île d'Elle et qu'on a 85 ans ou 90 ans, la question c'est où est-ce que je vais aller à la messe. Donc il faut aussi qu'on pense à tout ça, qu'on n'oublie rien. Donc, en côté positif, le reste n'est pas forcément négatif, mais il faut le dire. Côté vraiment positif, alors moi je vais encore parler parce que j'habite Chaillé et donc je vois ce qui se vit à Chaillé. Eh bien ce projet entraîne une dynamique palpable. Alors moi je l'ai vraiment senti quand on a été à Saint-Michel, le Père Pascal en a parlé un petit peu. Au démarrage, quand on avait parlé de ce projet, à Saint-Michel on disait on est vieux, regardez-nous, où sont les jeunes, nous on est là, on est acteurs depuis tellement d'années, on ne peut plus, on est essoufflé. Et j'ai quand même été étonnée à la rencontre, la même que chez vous, il y a une dizaine de jours. Eh bien, ces personnes étaient vraiment là, elles étaient peut-être bien une quarantaine. Et bien voilà, on a encore de la vitalité. Et bien, on va se servir de cette vitalité pour appeler. Et, miracle, il y a eu 3-4 personnes qui ont été interpellées et qui ont dit, pourquoi pas. Et d'un coup, moi, je suis sortie de cette réunion très bousculée. Je me dis, Chaillé, on ne va quand même pas être en reste quand même. Donc, branle-bas de combat, je dis, il faut réunir... moi, je ne suis plus dans le AP. J'ai été appelée là pour ça, mais je ne suis plus dans l'équipe pastorale. J'ai dit, je vais aller voir mon curé, je vais aller voir les gens que je connais très très bien sur la paroisse. Et on a dans les couloirs, déjà, on s'est parlé. Et puis, tel. Et d'un coup, je me suis dit, je vais commencer. Après tout, j'en ai parlé à mon curé, bien sûr. J'ai dit, après, j'ai l'autorisation, je suis pas dans le comité de pilotage, donc je sais un peu ce qui se passe. Donc, je vais voir un tel. Et je lui parle de cette dynamique à créer, de qu'est-ce qu'on fait. Et on me répond, les 3 personnes que j'ai interpellées, qui d'un coup sont plus jeunes, est-ce que tu veux être acteur dans cette nouvelle paroisse? Pourquoi pas? Donc, j'en ai interpellé que 3, et les 3 m'ont dit, pourquoi pas? Donc, de là, c'est encourageant, et je pense vraiment
qu'on est en train de créer une dynamique. Parce que les gens se posent des questions. Alors, je ne sais pas si sur Buisson vous posez des questions, mais nous, on s'en pose énormément. Et le fait de se poser des questions, eh bien, ça entraîne, ça bouscule les gens. Et pourquoi pas, pourquoi on ne ferait pas quelque chose? Voilà, on peut encore donner. Alors, les plus vieux disent on peut encore donner, puis les plus jeunes disent pourquoi pas, on ne rejoindrait pas. Pourquoi pas ne veut pas dire on y va, d'accord? Mais il y a déjà un pas de fait. Voilà ce que je voulais dire en préambule, c'était un peu long. Et donc, dans le coup, je vais vous parler, je vais reprendre mes notes à Elisabeth et je vais vous parler un petit peu de ce que pourrait être une communauté ecclésiale de proximité. Qui pourrait être conditionnelle, parce qu'il y a des choses de tracées, mais voilà, on n'a pas tout écrit, et comme on l'écrit, comme je viens de vous le dire, tous ensemble, forcément, on n'a pas tout écrit. Alors, donc, constitution de communauté ecclésiale de proximité, qui va être en lien direct avec le prêtre. Ça va être une équipe bien identifiée, 3 à 5 laïcs, bien identifiée par les habitants, parce que ça, c'est ça l'essentiel. Il faut qu'on soit reconnu. Il ne faut pas qu'on aille chercher si, il faut aller chercher des gens. Mais dans ces communautés de proximité, il faut que la personne soit reconnue par, localement, par le quartier, ou chez nous, par le village, hein, pour qu'on reste un peu dans nos habitudes aussi. On ne peut pas tourner la page et tout bazarder, il faut quand même qu'on reste avec nos acquis, et dans le coup, ça passe par les personnes. Pour qu'enfin les personnes puissent pour la catéchèse, les préparations au sacrement, qu'ils puissent savoir à qui s'adresser. L'équipe fera le lien entre les gens de la communauté de proximité et l'ensemble de la paroisse, ses services et les personnes responsables. On se rendra proche des différentes catégories de personnes présentes sur la paroisse, classe d'âge, catégorie professionnelle, situation sociale, en étant particulièrement attentif à ceux qui vivent différentes pauvretés matérielles, sociales, affectives, jeunes et vieux. Donc nous, entre autres, on a un secours catholique, on est très proche, on est à l'écoute de ces personnes, rien ne va changer, on continuera de cette façon. Une équipe qui aura une vie de prière et la mettra à la première place. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas être une entreprise, on n'est pas une entreprise, on n'est pas... voilà, on est des gens qui avons une identité chrétienne, on est quelque part disciples de Jésus et on se reconnaît par lui, on est ensemble à cause de lui, et donc c'est bien par la prière qu'on se retrouve et qu'on devient frère et qu'on trouve ressources pour avancer ensemble. Ils veilleront en particulier pour qu'une ou plusieurs personnes prennent en charge l'ouverture et l'entretien de chacune des églises. Effectivement, je ne sais pas, moi je ne connais pas assez Luçon pour savoir combien il y a d'églises à Luçon, mais je sais qu'une paroisse comme à Chaillé, il y a 10 clochers. Donc il est bien évident qu'on ne va pas se les ouvrir tous les dimanches. Donc il faudra effectivement continuer, pourquoi pas, à fleurir. Quand on va en vacances, on pousse les portes des églises et on est content, et on n'est pas content quand la porte est fermée. On est content, on va faire un tour, et c'est vrai qu'il faut continuer à ce que nos églises soient accueillantes. Chaque dimanche, pour chacune de ces communautés de proximité, il y aura au moins une assemblée dominicale. Ça, c'est ce qu'on espère. On n'a pas vraiment les tenants aboutissants, mais il faudra au moins qu'il y ait dans chaque paroisse une messe le dimanche. Alors là, encore un exemple à Chaillé. Aujourd'hui, on a 2 messes par dimanche, en général dans 2 coins opposés du territoire. Eh bien, on a eu une expérience pendant le Covid, comme c'était compliqué, on n'avait ouvert qu'une église. Et cette église, elle était centrale. Eh bien, tout le monde venait. En fin de compte, on a fait communauté, on a continué à faire communauté, parce que les gens faisaient le déplacement. Donc, c'était... Comme quoi, quand on est un peu acculé, quelquefois, les gens ils bougent, hein, ça bouge quand même. Cette communauté ecclésiale de proximité se rencontrera régulièrement et au moins 2 fois par trimestre, elle fera le point avec un membre de l'équipe pastorale de la paroisse. Ils pourront suivre une formation initiale, il en existe déjà sur le doyenné, puisque là, au mois de mai prochain, il y a une formation qui sera adressée à toutes les personnes du doyenné.
Des rencontres avec les autres équipes de proximité pourront leur être proposées régulièrement en paroisse et en doyenné. Moi, je vois tout à fait un intérêt. C'est ce que nous, on fait à Chaillé. Vous ne le faites pas à Luçon, peut-être. Hein, puisque vous faites à Luçon, nous, on ne le fait peut-être pas forcément à Chaillé. Donc, en ouvrant un peu nos portes, eh bien, on peut en tirer du bénéfice et puis, à la limite, s'aider les uns les autres. Ils ne feront pas tout par eux-mêmes, mais ils susciteront l'initiative des autres membres de la communauté ecclésiale de proximité. Ils veilleront à ce que toute la communauté soit missionnaire, en sortie, pour annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas ou l'ont oublié. Voilà quelques grandes lignes de ce que pourrait être l'avenir. Alors juste pour rectifier, il y a une proposition de formation au niveau du doyenné pour les équipes pastorales élargies. Mais ce ne sera pas ouvert à tout le monde, parce que c'est limité à 50 places. On a 3 soirées ici et une journée entière. Pour créer une dynamique aussi avec ces nouvelles paroisses, et avec l'aide du diocèse, on puisse se former et prier ensemble pour vivre cette dynamique comme l'a parlé Cathy avec ce qu'on a vécu à Saint-Michel, effectivement, où les personnes peuvent se mettre en route. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que effectivement c'est un changement. Selon les lieux, ça peut être un gros changement, même ça peut nous bousculer. On peut voir les choses comme le verre à moitié vide, hein, ça va mal, etc., que c'est compliqué. On peut aussi voir les choses comme un verre à moitié plein et voir que ça peut être l'occasion, comme une grâce, d'un nouveau dynamisme, de pouvoir appeler de nouvelles personnes, de recréer des liens et de consolider ou de renforcer aussi des équipes plus locales. Voilà, ça peut être l'occasion. Donc, il faut toujours prendre le temps de voir les choses du bon côté avec l'œil du Seigneur, le regard du Seigneur, et donc de pouvoir rendre grâce à Dieu. Ce que je vous propose de faire maintenant avec le chant sur la première page, en rendant gloire à Dieu, de se lever, pour rendre grâce, pour louer le Seigneur, parce que tout est grâce, comme l'a dit Thérèse, et tout est une occasion de rendre grâce et de rendre gloire à Dieu. Alors d'habitude je le prends trop haut apparemment. Lui qui fait des merveilles, les mains de nous, maintenant et à jamais. Louons notre Seigneur, car dans sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la main. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous, unis en son amour, nous exultons de joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Alors ce qu'on vous propose maintenant, c'est, vous avez une feuille blanche, 4e page, une feuille blanche, vous pouvez écrire, c'est de vous regrouper, alors l'amphithéâtre est grand, on peut bouger, par 4-5 personnes maximum, en petits groupes, pas forcément si on se connaît, ça peut être bien si c'est des gens qu'on ne connaît pas, pour réagir à cette proposition qu'on vous fait, qu'on vous partage, pour que vous puissiez, ça suscite des remarques, des réflexions, peut-être des questions, peut-être des actions de grâce, peut-être des peurs, que sais-je, mais que vous puissiez partager, parler sur cela, qu'il y ait un porte-parole par groupe, pour prendre un peu peut-être des notes, et de pouvoir faire remonter à tout le monde ces réflexions, ces questions, qu'on puisse ensuite, en grand groupe, échanger. Voilà. Donc on a un petit quart d'heure là, pour cela, donc je veux du temps, du bruit. Voilà, pour terminer notre petit échange, on a fait un petit quart d'heure. C'est bon là, vous avez placé. On plein d'idées. Ça cause bien. Vous savez quoi, ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment ce qu'a dit Cathy,
Et sur la feuille 3, là, hein, de la nécessité de tenir un cœur vital et dynamique, qui puisse être attirant, et puis en même temps, se donner les moyens d'aller vers ceux qui sont loin, voilà, et loin du centre, et de pouvoir n'oublier personne. Je vous ai mis un petit numéro de la Joie de l'Évangile du pape François, justement sur la paroisse, qui n'est pas une réalité, comme il dit, caduque ou terminée au feeling, et qui au contraire est l'occasion de faire vivre une communion de différentes personnes, de différents lieux, différentes sensibilités, différents âges, différents milieux, et de se retrouver, voilà, invités par le Christ. Et donc c'est l'intérêt de la paroisse. Alors, à vous la parole, je vais vous faire passer le micro, et puis par petits groupes. Et puis nous, alors encore une fois, on ne va sûrement pas répondre à toutes les questions, on n'a pas les réponses à tout, mais c'est important qu'on s'entende les uns les autres, qu'on s'écoute, et puis qu'on puisse éventuellement avancer, si ce n'est des réponses, au moins des propositions ou des idées. Voilà. Qui veut commencer ? On a posé un certain nombre de questions. Tout d'abord, première question par rapport à la carte. Quand on regarde la carte, on voit qu'il y a des extrémités nord et sud, est assez marquées, hein, entre la Jaunonnière, effectivement, qui est plus proche de Chantonnay, et l'île d'Aide, qui est plus proche peut-être de Maran. Voilà, c'est une vraie question. Ça a un rapport, effectivement, au redécoupage ou pas des paroisses. C'est toujours le problème des frontières. Quand on est dans les frontières, à un bout, effectivement, Maran, les gens ils vont tous à l'île, beaucoup de gens vont à Maran, les enfants vont au collège à Maran. Effectivement, plus les paroisses sont grandes, plus ceux qui sont en frontière vont être tentés, à juste titre, hein, d'aller au plus proche et qui est sur une autre paroisse, ce qui est normal. Et là, à Maran, on change de région. Hein. Et Maran, on change de région, c'est quasiment l'Espagne. C'est le message, c'est le Maroc, on change de continent. Oui. Ensuite, sur les communautés ecclésiales de proximité, bon, effectivement, là, comment regrouper les clochers pour constituer une communauté? Alors, quelle logique? Alors, est-ce qu'on prend une logique territoriale? Mais le risque, c'est un peu de s'épuiser si on ne prend que cette logique, ou plutôt se reposer sur un dynamisme existant. On parlait du secours catholique qui était très, très actif, par exemple, à Chaillé. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt réfléchir sur ce qui existe comme dynamisme pour constituer ces communautés, plutôt que de prendre uniquement la logique territoriale? Ensuite, il y a un grand défi qui est de mieux se connaître entre paroissiens. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, que souvent les gens viennent dans une paroisse, non pas parce qu'ils habitent dans la paroisse, mais parce que, voilà, dans une logique de consommation. Par les élections, on a des gens de Fontenay qui viennent, donc comment faire qu'on se connaisse mieux, parce qu'on ne se connaît pas bien, comment mieux faire communauté, comment mieux accueillir les nouveaux arrivants et les nouveaux chrétiens au baptême, etc. Enfin, il y a une logique de mieux faire communauté. Inventer quelques réponses. Merci Denis. Effectivement, pour les communautés ecclésiales de proximité, en lien avec les territoires ou les mouvements, de fait ça se recoupe. Ça se recoupe inévitablement. Par exemple, en parlant un petit peu sur Chaillé et Saint-Michel, par exemple, les personnes qui vivent en fait un travail commun depuis bien avant la réforme des paroisses, puisque les pères de la Plaine, les missionnaires de la Plaine et de Sainte-Thérèse, déjà travaillaient en commun sur ce territoire. Donc pour les personnes, c'est évident, quasiment, que les futures communautés ecclésiales de proximité vont recouper l'ancien territoire paroissial, parce qu'il y a déjà une dynamique qui existe. Alors peut-être avec plus ou moins selon les lieux, mais il y a déjà ça en tête. Déjà on voit, nous par exemple à Luçon, on voit que Chanel, Emmanuel, Leroux ont l'habitude de travailler ensemble. Ça fait déjà peut-être une communauté ecclésiale de proximité qui ne se dit pas, qui existe déjà. Et peut-être que quand Nallier va nous rejoindre, Nallier et Saint-Gemme, par exemple, je dis ça, mais il y a une proximité géographique qui pourrait être intéressante, si on veut. Enfin voilà. On parlait de Saint-Hermine, Mareuil,
Sur les deux paroisses, c'est peut-être 3, 4 voilà, communautés ecclésiales de proximité qui se dégagent, pour que ce soit pas non plus trop grand. Enfin, c'est vrai que ça dépend du territoire, ça peut dépendre d'un mouvement local, une dynamique locale qui existe déjà avec une histoire. Donc c'est tout ça à prendre en compte qui, je pense, va aussi se faire progressivement. Je sais pas si... Je pense qu'il y avait un peu la réponse. Partir de ce qui existe aujourd'hui. Je pense que il me semble, et il faut qu'on soit prudent entre nous soit dit, parce que personne n'a une réponse à dire, c'est comme ça qu'il faut faire absolument, mais vouloir tout casser le bulldozer, c'est pas bon. Hein, mais il y a déjà des dynamismes, je vois bien, là, si je parle de ce que je connais plus, du côté de la Chotonnière, la Caillère, et le Saint-Hilaire-du-Bois, là, il y a certainement quelque chose à vivre, hein, parce qu'on est là plutôt dans un bocage. Donc ça n'a rien à voir avec, par exemple, du côté de Saint-Aubin-la-Plaine, où là on est beaucoup plus dans c'est plus compliqué. Eh oui, il y a moins de familles chrétiennes. Hein, et je pense que il va falloir exploiter, hein, cultiver là où il y a des possibilités de faire naître un dynamisme, quoi, et qui pourra rayonner après. Mais il va falloir qu'on soit attentif et peut-être pas se dire trop vite, voilà ce qu'on va faire. Moi, je pense que vraiment, le temps d'écoute au niveau des nouvelles paroisses sera vraiment important. Enfin, moi, je réagis comme ça, hein, mais de ne pas aller trop vite en disant, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le temps de se rencontrer, de se connaître, de s'apprécier, et puis de voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Mais bon, ouais. Si Cathy ou Nicolas, si vous voulez dire sur cette question-là, vous pouvez répondre. Et puis faire communauté, donc faire église, c'est effectivement une des motivations aussi de la réforme des paroisses, c'est que dans les nouvelles générations, il y a moins en moins cette conscience territoriale. Les gens fonctionnent de plus en plus en réseau. Donc on est capable de faire 15, 20, 30 minutes de voiture. Surtout les jeunes. Hein, oui, tous les jeunes, ils fonctionnent en réseau, et beaucoup moins en territoire. Voilà, le monde change, la société change très vite, surtout à ce niveau-là. Il faut aussi qu'on en tienne compte par rapport aux nouvelles habitudes. Effectivement, il y a des paroisses territoriales, il y a des paroisses d'élection où on va pouvoir bouger plus facilement parce que ça correspond plus d'aller dans une paroisse à 30 minutes parce qu'il y a d'autres familles, d'autres enfants que de se trouver tout seul parce que c'est compliqué pour des familles et des enfants d'être tout seul, isolé dans un clocher. Voilà, c'est un exemple. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui vont... Alors on verra bien, mais ce qui est certain, il faut qu'on trouve des nouveaux chemins. C'est pareil, on prendra le temps de voir, mais pour apprendre à vivre cette expérience ecclésiale ensemble et apprendre à mieux se connaître. Effectivement, à mieux se connaître, à partager des temps gratuits ensemble. Alors, ça demandera aussi un vrai effort. Tout le monde devra y mettre du sien, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. Je vais dire rapidement les nouveaux arrivants dans les paroisses. L'autre jour, il y a une femme qui arrivait de l'étranger, une polonaise. Oui, Johanna. Quelqu'un que vous avez présenté, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer après. Ah ben ça y est, elle est intégrée. Mais c'est bien, c'est important de faire attention aux nouveaux tout à fait. qui arrivent. Ouais. Et donc, Johanna, une polonaise qui vient d'arriver et qui cette année, on a eu 6 ou 7 personnes nouvelles qui se sont présentées d'elles-mêmes. Oui, oui. En disant, on vient d'arriver, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, et donc, ils participent aux dîmes à la joie, les temps de dimanche fraternel, à Alpha, etc., pour connaître. Et ça, c'est très bien. Parce que vraiment, on peut vivre une vraie expérience. Voilà, bien sûr. Mais ce qui est important là, ce que tu disais là, et c'est vrai que donc, surtout les jeunes générations fonctionnent beaucoup par réseau, et on peut comprendre que des jeunes ménages aient envie d'aller là où ils vont rencontrer d'autres jeunes ménages avec des enfants dans les mêmes âges. Ça, écoutez, enfin, vous qui avez un peu d'âge, hein, quand vous étiez plus jeune, vous dites, ben, c'est ce dont on avait envie. Hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut quand même qu'on fasse attention dans les lieux où nous sommes, d'aider aussi les gens à faire en sorte de faire vivre là où on habite aussi. Hein. C'est trouver l'équilibre. Voilà, trouver l'équilibre. Hein. Encore, le prêtre, il n'a pas de leçon à donner, il n'a pas à dire vous devez aller là, vous devez aller là, les gens sont libres, hein, bien sûr.
Mais il faut qu'on essaye de trouver de quoi dynamiser la paroisse. Et c'était peut-être aussi une des raisons qui a fait que passer à une paroisse, ça aurait été un peu compliqué. C'était le danger de tout centraliser. Il me semble. Avec une paroisse, c'est ce qu'on aurait pu faire. Et en gardant 2 paroisses, c'est essayer de créer un dynamisme, pas que sur un côté, quoi, en quelque sorte. Dans la même lignée de ce qui vient d'être dit là, il y a quand même aussi des personnes qui viennent d'un autre doyenné, dans notre doyenné. Ça pose quand même question, quand même, parce que est-ce qu'on leur a dit à ces gens d'aller voir quand même dans leur doyenné avant ce qu'ils pouvaient apporter à leur doyenné? C'est des gens qui font du catéchèse sur leur doyenné et leur paroisse. C'est des gens qui font de la catéchèse sur leur doyenné et leur paroisse. Et qui viennent quand même... Aussi. Alors comment alors, moi ça me pose le problème de la communauté. Ils sont dans leur communauté, dans un mais ça doyenné. tu peux pas, ça tu n'as pas tous les éléments et donc tu peux pas juger. Tu peux pas savoir. C'est pour ça. Okay, c'est des choses qui ont déjà été abordées. Alors, quelquefois, tu sais, pour les préparations de mariage, il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, n'importe où. On leur disait, mais est-ce que vous avez d'abord été voir votre paroisse, savoir si vous pouviez... Et si oui, bon ben ok, ils préfèrent du son, ok. Mais est-ce qu'ils ont d'abord vu ce qui pouvait se passer chez eux? L'avantage de la préparation au mariage, pour exemple, c'est tout le doyenné maintenant. Oui. Donc ça, c'est-à-dire que s'ils sont des jaudonnières ou de... Mais j'ai bien entendu ce que disait Pascal aussi, c'est pas à nous de dire... Ah non, c'est hyper délicat, parce que là, savoir accueillir, et puis... Après, c'est comment on accompagne les gens pour avoir un sens ecclésial, tout en... Il ne faudrait pas que ça fasse récupération de certains pour pouvoir faire vivre son doyenné, quoi. Oui, non, au détriment d'un autre, peut-être, je ne sais pas. Mais bon. Ou alors, moi, en tant que diacre, je m'en vais à la Roche. Et voilà, Jean-Michel, tu peux avoir des 2 côtés, tu sais bien. Il y a aujourd'hui, les gens, ils sont très mobiles. Oui, c'est ça qui vont venir là, plutôt que bien là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, communauté, dans ces conditions? Je suis à Sainte-Vexine, je fais le café au Moutier et à Lucie. Oui, mais tu es dans ton doyenné, déjà. Tu es dans ton doyenné. Bon. Je fais les 2. Mais ça, je pense que là-dessus, on n'arrivera pas à vivre l'église si on se juge trop vite et qu'on va trop vite. C'est pour ça que... C'est pas comme ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut accueillir, après accompagner. Mais voilà, après... Oui, Marie-Françoise. Mais peut-être avant de prendre, moi je vois pour les inscriptions, baptême et mariage, leur dire la première démarche, allez rencontrer votre paroisse, on ne ferme pas la porte. Mais l'autre jour, regardez le baptême de La Rochelle, ceux qui se marient là, au mois d'août, à Luçon, faire baptiser leur enfant. On leur a dit, demandez, Marie-Françoise leur a dit, demandez dans votre paroisse. Et ils l'ont fait, ils sont très contents d'avoir fait. Normalement, c'est la norme d'ailleurs. De toute façon, normalement, il faut qu'on ait l'autorisation du curé, du lieu local pour pouvoir faire le baptême. Normalement, c'est comme ça. Mais on va pas. Et non, parce que c'est ça, aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui ne sont pas au fait des réalités territoriales, qui ne sont pas au fait des habitudes ecclésiales, etc. On discute pour savoir. Voilà. Et après, c'est en les connaissant aussi que les choses peuvent avancer. Ouais, tout à fait. En tout cas, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut bien se dire qui sont très mouvantes. Et donc, trouver des nouveaux chemins pour vivre l'église, faire communauté avec les gens qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le Polonais qui arrive, on a des gens de l'île Maurice. C'est pas pareil, c'est des gens qui viennent s'installer. Je sais bien, mais mais il faut les accueillir. Ah oui, alors là, à bras ouverts. Oui, mais il faut le faire. Et donc, voilà, c'est pas toujours évident. Voilà, alors après le premier groupe, est-ce que le deuxième groupe? Oui, alors dans notre groupe, on se posait une question qui est peut-être hors sujet, je ne sais pas. Non, question du planning question du planning des messes en périphérie. Il y avait plusieurs projets, 1, 2, 3. Est-ce qu'ils sont en gestation? Est-ce qu'ils sont déterminés? Alors non, parce que c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je me tire les cheveux, je m'arrache les cheveux. Heureusement qu'il y en a beaucoup, c'est moi très épais. Il n'y en aurait plus. Non, mais parce que faut faire du provisoire, il faut adapter, parce que dans un an on va changer, parce que la paroisse ça va, donc j'avoue que... Et c'est pas simple, c'est très très compliqué, parce qu'il y a des susceptibilités aussi, des personnes qui ont été pendant 11 ans ont toujours fait comme ça, et si on bouge un horaire, ils disent si vous faites ça, moi je démissionne. J'en ai encore eu 2 aujourd'hui. Enfin moi,
Alors nous, on avait envie de vous partager juste une petite expérience de la périphérie. C'est que c'est une alternance régulière, ça marche. Et puis c'est une alternance irrégulière, ça ne marche pas, parce qu'on a fait l'expérience, même le prêtre se trompait, tout le monde. Non, oui, alors. Alors, en fait, faut préciser. La messe était au Mani, et puis. Non, mais en fait, il faut préciser, c'est-à-dire que chaque premier dimanche, c'est le même lieu. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on pourrait louper le 5e dimanche, qui nous pose des problèmes, le 5e. Il est là pour. C'est vrai. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et le 5e, nulle part. Là, j'en ai 6. Mais il faudrait mettre 8. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, lancement la vie clocher, puis on a une messe tous les 2 mois. Mais ça serait peut-être plus simple, parce qu'autrement, on va se casser le nez. Enfin, je sais pas. C'est juste une suggestion. Sinon, on voyait la difficulté aussi de. Difficulté, c'était le risque de casser l'unité de la communauté, évidemment. Parce que on va aller à droite, à gauche, on va plus se rassembler. Donc, il faudra qu'on fasse des efforts, qu'on trouve de nouveaux moyens pour communiquer entre nous, ou se revoir, je sais pas, se dire où on va à la messe, autrement l'un va aller à la Bretonnière dans un autre doyenné, l'autre à Luçon, et voilà, donc ça nous pose question, mais il faudra être inventif là. Et quelqu'un d'entre nous se pose la question entre les anciens CCP et les CEP. En fait, c'est le nombre de clochers qui diffère. Voilà. C'est tout. Ouais, les anciens CCP, souvent c'était une ancienne paroisse qui correspondait à un clocher qui avait une communauté chrétienne de proximité pour pouvoir continuer à faire vivre le lieu. Mais c'est du même système. Hein? Mais c'était un peu la même. Oui, c'est un peu la même système, parce qu'en fait on regroupe plusieurs clochers. Mais on ne sera pas, un CEP ne sera pas 7-8 clochers par exemple. On ne va pas être regroupés nous avec l'aiguillon la faute. Ah mais non. Non. C'est ce que j'ai dit. Plus proche. Tout à l'heure, oui, Non. Proximité. Le but c'est pas de. Si une CCP qui correspond à la paroisse. Oui, c'est ça. Et c'est là où il y aura une vitalité, un dynamisme. Pour se retrouver, c'est ça. Hein? Et si par exemple, il y a 3-4 clochers qui sont. Voilà. Comme disait Pascal, il n'y a pas de norme. Non. Il faut avoir 2 clochers pour en avoir 7 ou 8. Ça dépend. Oui, ça va. Ça dépend de l'histoire, ça dépend des C'est pour ça qu'il faudra prendre le temps de voir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre. Ça ne va pas se faire dès le départ. Hein? On aura d'autres réunions pour ça. Oui, et puis après, vous voyez, comme je vous dis, Manille, Léraud, Chanay, vous travaillez déjà ensemble, il y a 3 clochers qui sont proches. Mais ça, il ne faut pas le casser. Bah, ça, il faut le garder, il faut que ça continue. Bien sûr, il ne faut pas le casser. Ça continue. C'est bon par chez vous, Lévi? Merci. Bon, sont ressorties à peu près les mêmes questions, notamment au niveau du partage des messes en périphérie. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Après, dans le groupe est ressorti surtout la conscience que, dans un premier temps, il n'y aura pas trop d'impact sur la paroisse de Luçon. Et comment faire partager nos richesses, notamment en termes de personnes et de moyens. Des idées comme faire du covoiturage pour aller sur les autres clochers. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Pas du grand-chose d'autre, effectivement. Verra-t-on des taximesses, par exemple. Verra-t-on l'émergence de célébrations de paroles sans prêtre sur certains dimanches? C'est une interrogation. Comment structurer les missions qui sont aujourd'hui sur chacune des paroisses, notamment l'accompagnement des personnes en deuil, le caté. A été posée la question de pourquoi ne pas se tourner vers certaines communautés pour avoir un vivier de prêtres pour animer les messes du dimanche. Je vers de la plaine. Oui, voilà, certains avaient dit la communauté Saint-Martin. Voilà, après il y a eu des idées pêle-mêle, comme des groupes de réflexion, ou ce que certains ont appelé les maisons d'évangile dans les futurs CEP. Pourquoi pas des synergies entre elles. Par la suite. Voilà. Grosso modo. Après, il y a une belle opportunité aussi pour créer des synergies. C'est l'occasion. Voilà. On avait dit aussi pourquoi déplacer la messe de Luçon à l'extérieur. Parce que nous, on est riches à Luçon. On a un choix de messe. Ben oui, là, mais ça ne durera peut-être pas. Hein. Ouais. Ça a déjà diminué. Pour l'instant, oui. Chaque dimanche à Luçon, il y a 4 messes. Donc c'est pas équitable. Voilà, donc les pères de la plaine, le Carmel, l'hôpital, etc.
Oui, mais le Carmel ne va pas se déplacer, lui. Hein. Non, ben c'est ça. Et l'hôpital, dernièrement, on voit bien que les pères, là, le père Paul, il n'est pas bien, il est malade. Le père Georges Thomas est allé, mais. Donc, oui, même le père Auguste, qui est heureusement qu'on l'a, il a 89 ans. 89 ans, heureusement, sa sœur est décédée à 101 ans, ça nous laisse un peu de mal. Mais quand même, on ne pourra pas. Non, mais vous voyez, donc. C'est pas évident. Donc c'est vrai que c'est cette question, effectivement, de faire des efforts pour bouger. Par exemple, à Saint-Michel, demain, il n'y aura pas de messe du 8 décembre. Non. Donc j'ai entendu quand même des gens qui ne sont pas très contents. Ben, c'était pas prévu, de toute façon. Même il n'y en avait pas avant. Ils en avaient tous les ans. Hein. Ah ben, moi j'ai demandé, il y avait une messe qui était à Trièze et on n'était pas assez pour le faire. Donc, mais ça, ils ne seront pas contents. Il y aura plein de gens qui ne seront pas contents. Il faut bien, moi, j'accepte de rendre des gens mécontents parce que je n'ai pas le choix. Ils ne vont pas venir à 19h à Luçon, à Saint-Michel. C'est un quart d'heure de route. Personne d'un certain âge. Ah oui, mais Jean-Marie, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Un prêtre ne va pas dire 4 messes dans la journée. C'est pas l'objectif. Donc ça, il faudra trouver des solutions. Non, mais c'est pour dire qu'on est mieux servi quand même. Mais ça, c'est parce que c'est la ville et qu'il y a plus de monde. En fait, c'est pas. C'est une question aussi de bassement numérique. Et en plus, là, la particularité, c'est que c'est la cathédrale. Alors, c'est encore une particularité, c'est encore autre chose. Mais, vous voyez, quand on voit un peu la future paroisse avec les 20 clochers, pour ce qui nous concerne, il y a 3 pôles qui se dégagent un petit peu. Donc, effectivement, il y a Luçon, la ville. Il y a le centre spirituel de Chailley-les-Marais, où normalement il y aura toujours une présence, ou de prêtres, ou de consacrés, ou de prières. Et en fait, la côte, l'Aiguillon-la-Faute, qui grandit en nombre d'habitants, même si c'est plutôt des personnes retraitées qui viennent s'installer, mais l'été, il y a beaucoup de monde. Donc on voit des pôles qui se dégagent, qui sont à des distances assez raisonnables. Effectivement, les gens de Saint-Michel qui sont entre Luçon à un quart d'heure ou à 10 minutes de l'Aiguillon-la-Faute, il y a des choses qu'il va falloir qu'on fasse des choix. Ça va être obligé de faire des choix. C'est comme dimanche dernier, c'est pareil à la cathédrale. On avait le père Louis-Marie qui officiait et le père Jean-Yves qui faisait des confessions pendant la messe. Oui, parce que le père Louis-Marie était là. Non, mais il aurait été mieux, le père Jean-Yves, à dire une messe dans une paroisse que de faire des confessions pendant la messe. Oui, mais il a déjà comment vous voulez faire? Non, mais Jean-Marie, moi je veux bien entendre des réflexions. Mais attendez, le père Louis-Marie, vous voyez tous les dimanches ou pas? Oui, mais il est là un dimanche par mois. Un dimanche par mois, il faut rajouter une messe de 11 heures. Mais non, mais au lieu qu'il aille cultiver son jardin, parce que c'est ce qu'il aurait fait sinon. Il pouvait aller donner un coup de main ailleurs. Mais il a dit Jean-Marie le prêtre, il ne fait pas la messe tout seul. Il a besoin d'une équipe pour faire chanter, un organisme, des sacristains. Même ça, c'est compliqué pour trouver. Donc en fait, on est obligé de s'organiser et de faire des choix. Il y a des week-ends, on va avoir un prêtre en plus, parce qu'il y a 2 messes de 11 heures. On va pas mettre une messe de 11 heures en plus, un troisième, un dimanche par mois. C'est bancal. Enfin, donc il y a des choses. En même temps, voilà. les confessions, ça va être nécessaire, ça va monter aussi. On a assez de temps de confession à Luçon quand même. Non, mais en fait, il y a des gens qui travaillent. Non, mais on va pas rentrer dans ces débats-là, mais ça, c'est pas. Non, mais c'est pas. Alors, c'est possible par l'Église, on va pas rentrer dans ces débats-là, puis c'est du rôle du prêtre de décider. Donc là-dessus, par rapport aux confessions, c'est un sacrement. Mais non, mais d'accord, mais là, je pense qu'on n'est pas du tout dans le sujet. Donc on peut parler de ça, donc on peut rester jusqu'à 23h, je ne serai toujours pas d'accord, et puis ça ne va pas faire avancer le public. On n'a pas dit, mais bon. Oui, non, mais. Non, on va en parler. Mais par rapport à la question des messes, des temps de prière ou des célébrations, alors j'aime pas le terme d'adap, c'est célébration en absence de prêtre. Là-dessus, il faut trouver un équilibre. Et le risque, c'est d'être dans la caricature et dans l'idéologie, en disant c'est la messe, il n'y a que ça qui compte, et voilà. Ou alors en disant, de toute façon, la messe, c'est pas grave, on peut faire autre chose, pas de prêtre, pas de communion, l'Eucharistie, on peut s'en passer. Ben non, ni l'un ni l'autre. Et l'Eucharistie, c'est le Christ qui nous rassemble, c'est ce qui fait la communauté, c'est le Christ qui fait la communauté, c'est lui qui fait l'Église, c'est pas nous. Donc nous, on répond à l'appel du Christ. Et donc,
l'Eucharistie est fondamentale. Et c'est l'ecclésiologie du Concile Vatican II, l'ecclésiologie de communion, qui est une ecclésiologie eucharistique, et c'est ce que rappelle le Concile, à la suite de toute la tradition de l'Église. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, effectivement, comme on vient de le dire, on ne pourra pas célébrer des messes partout et faire ça comme ça. Les évêques et l'Église déconseillent fortement de faire comme une messe sans prêtre avec communion. Parce que ça, du coup, ça relativise complètement l'Eucharistie et la messe, et c'est pas bon. Par contre, de faire, effectivement, des temps de méditation de la parole, des temps d'adoration ou un chapelet, enfin, il y a plein de façons de penser des temps de prière. Je vois qu'à Chanay, par exemple, ou à l'Aiguillon-sur-Mer, on vient de commencer, où on a dû supprimer des messes de semaine, parce qu'on ne peut pas aller partout. Eh bien, on met à la place un temps d'adoration d'une demi-heure, aussi pour en témoigner, 3-4, ils ouvrent le tabernacle, le Saint-Sacrement est là, ils prennent un temps de prière, d'adoration, de chant, et voilà, ça permet aussi de se retrouver autour du Christ, du Seigneur, et de prier. Donc il y a des choses possibles. Ce qu'il faudra voir, c'est le bon moment. Parce que quand c'est à la place, quand c'est dimanche matin, si c'est à 10 minutes ou un quart d'heure de la célébration eucharistique, moi je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fait, on ne va pas faire l'effort de faire un quart d'heure, alors que l'Eucharistie c'est quand même fondamental. Donc il faut voir selon les lieux, le nombre de kilomètres, de trouver le juste milieu et l'équilibre pour garder l'importance de l'Eucharistie, et en même temps de trouver d'autres moyens de prière pour nourrir sa foi, pour vivre ensemble la fraternité en priant ensemble. Pascal, je pensais aussi à ce que tu disais par rapport à faire venir des prêtres, des communautés comme Saint-Martin. Alors ça, évidemment, c'est pas nous qui décidons. Ça, c'est du ressort de l'évêque. Ça, c'est pas nous. Oui, voilà. Mais bien sûr, l'évêque et son conseil, bien sûr. Mais enfin, pourquoi pas. Mais en même temps, méfions-nous. Je veux dire, on n'a pas besoin. On a besoin de prêtres. Attention, c'est pas ce que je veux dire. On a besoin de chrétiens, de laïcs fidèles. Et je crois que il nous faut des communautés vivantes, dynamiques, appelantes. Et je pense qu'après, elles seront capables de se gérer et de trouver le bon fonctionnement, y compris pour l'Eucharistie et les temps de prière et le temps des sacrements à donner sur... Il ne faut pas qu'on se trompe de manière un peu de penser les choses, quoi. Mais ce qui va être difficile, et on aura besoin les uns des autres de vraiment faire communauté, pour aider les gens à comprendre que, effectivement, ce qu'on a pu connaître à un moment, va peut-être falloir changer un petit peu. Et il n'y aura peut-être pas les mêmes services de proposer. Mais il ne faudra pas qu'on le voit en termes de pertes, parce que là, c'est la bouteille à moitié vide. Et ça, c'est pas bon parce que ça nous plombe. Mais trouver pour... et si c'est la ressembler, et si ça nous aidait à être attentifs les uns aux autres, et tiens, telle personne a besoin, là, on peut aider pour que... on va faire une voiture pour... Les gens, ils s'organisent bien pour faire leurs courses parfois, il n'y a pas de problème. Alors, bon, vous allez me dire, la messe, c'est pas une course, évidemment. Mais c'est pour dire que on peut trouver des façons de faire, et voilà. Mais on n'a peut-être pas tout vu encore. On réfléchira. Puis si on en arrive à cette réforme, c'est parce qu'il y a une baisse du nombre de prêtres, mais aussi et d'abord une baisse du nombre de fidèles. Voilà. Souvent on oublie de le dire, ça on dit il y a moins de prêtres. Mais oui, il y a moins de prêtres, parce qu'il y a aussi moins de fidèles. Donc ça va avec. Et s'il y a des fidèles, il y aura des prêtres. Bien sûr, mais ça c'est sûr, tout à fait. Il y en a qui veulent réagir aussi, vous voulez dire. Voilà. Bien sûr, la priorité le dimanche matin, c'est la messe, l'Eucharistie, c'est évident. Mais les temps de prière sur semaine peuvent être parce que le dimanche matin, un temps de prière, s'il n'y a pas de messe, c'est ça peut prêter à confusion. Effectivement. Et puis sur semaine, à nous pour être inventif pour maintenir l'unité de la semaine. Et ça c'est important, mais ça a des choses qu'on va devoir penser, effectivement. Alors, il reste 2 groupes, je crois. Vous dites ainsi un qui veut répondre ou réagir. Qu'est-ce qu'il veut? Alors d'abord, il y a eu un premier constat qui
disait qu'effectivement, les CEP d'il y a 15 ans ont été plus ou moins réussis en fonction des endroits. C'est vrai. Voilà. Ensuite, il y a eu un autre constat en disant qu'il nous appelait à être attentifs sur la communication, en fait. Juste en prenant l'exemple de la réunion de ce soir, vous trouviez qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Je ne suis pas sûre qu'elle ait été bien annoncée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a dimanche dernier, elle n'a pas été annoncée. C'était sur la feuille, mais elle n'a pas été annoncée. Et dimanche d'avant, ça a été annoncé, mais c'était pas sur la feuille. donc juste pour dire que il y a, voilà, si ça se fait, ça veut dire que quand on a des plus grandes paroisses et que la question de la communication va être un enjeu. On est preneur d'aide. Hein. Ah oui, ça, volontiers. Il y avait une remarque sur un point de vigilance en disant qu'il ne fallait pas que toutes les réunions soient à Luçon et que ce serait bien en fonction de, on parlait là, il y en a qui donnaient l'exemple des catéchumènes en disant qu'il ne fallait pas forcément que tout soit à Luçon et qu'il fallait peut-être se promener. On a parlé aussi par exemple du dîme à la joie, voir s'il pouvait être fait en d'autres endroits. Ce sera peut-être pas toujours le même public, mais voilà. Donc il allait falloir trouver des activités en communauté et des activités où rassembler la paroisse pour aussi que les différentes communautés qui font partie de la même paroisse se connaissent. Et puis après, on a parlé de 2 points de vigilance. Une attention particulière, alors ça ne fait pas partie de la réforme, mais une attention particulière sur qu'est-ce qu'on peut faire pour le bord de mer l'été pour être missionnaire. Et puis une question par rapport au nombre de presbytères qui soit allaient être vidés avec la réforme, en se disant est-ce qu'on ne peut pas aussi accueillir des familles dans les presbytères, sachant qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a avec le télétravail, etc., il y a, et ça existe déjà à d'autres endroits, hein, des familles qui ont une dimension d'accueil, de service, enfin ça se négocie et ça, voilà. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus aussi de familles qui quittent. Puis vous avez quand même des avantages avec, Vendée, pour accueillir des familles qui sont indéniables, donc il faut peut-être réfléchir. Et le fait de garder une activité dans les presbytères, quand ils sont municipaux, j'allais dire, ça permet de ne pas les perdre. Mais alors oui et non. Parce que les mairies, c'est pour les presbytères, c'est pour les prêtres, c'est pas pour les familles qui arrivent, ils disent. Même si c'est une activité, ça se discute. Ça peut être le cas. Donc on a déjà eu pour les ailleurs. Ça dépend des maires. Ça se discute, voilà. Bon, enfin voilà. Ça dépend des maires, ça dépend plus des maires. Je vais juste, par rapport là, par rapport aux communautés chrétiennes de proximité là, je pense qu'il faut qu'on comprenne bien lorsque les paroisses ont été faites en 97. Le but, et c'était d'abord de faire réussir les paroisses. Hein, c'était ça le but. Et donc tout le paquet a été mis sur la nouvelle paroisse constituée. Et c'est petit à petit que on s'est rendu compte, ben oui, c'est bien, mais on oubliait les clochers, la proximité. Et c'est là où après il y a eu une réflexion autour des communautés chrétiennes de proximité, hein, qui est venue dans un second temps. Et voilà, c'est pour ça que je dis, non pas parce que c'était encore un gamin, il était encore à traiter sa mère, donc je ne peux pas savoir. Donc, c'est pour ça, c'est pour comprendre que le processus n'était pas le même. Effectivement, ça a eu du mal à démarrer, hein, parce que c'était lié à un clocher, et puis les gens, qu'est-ce qu'on fait? On sert à quoi? Hein, il faut être concret. Et c'était plus un rôle d'éveil, et c'était un petit peu compliqué. Alors que là, je pense qu'on prend dès le départ, on se dit, il faut veiller à la proximité. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans le même contexte et même dynamisme. Hein. Voilà, c'est peut-être pour expliquer comment ces CCDP n'ont pas bien fonctionné, alors que là, on peut partir sur une autre dynamique. Hein. Oui, Thierry. Tout à l'heure, on parlait de la communication et tout ça.
un restaurant, quand on cherche un restaurant, quand on cherche un hôtel, on va sur un TripAdvisor. Et je me suis dit, parce que j'avais vu ma fille dans un monastère, j'ai vu que le monastère, il y avait beaucoup d'avis. Je me suis dit, bah, tiens, cathédrale de Luçon, je n'ai jamais regardé. Je ne sais pas si vous avez regardé TripAdvisor, cathédrale de Luçon. On est à 5 sur 5. Ben, je sais pas. Non, ça reste pas, non, parce que du coup, j'ai regardé une liste. Allez voter hein. Non, mais il y a tout plein d'avis. Et en fait, on voit les gens, ce qu'ils viennent chercher. Je vois là des gens, vraiment un bel édifice, pas besoin d'être croyant pour trouver la cathédrale magnifique. Et il y a plein de gens qui disent cathédrale magnifique, il y en a d'autres qui disent qu'il y a des belles activités et tout ça. Et je me dis que c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent des avis et qui viennent à la cathédrale. Donc en fait, tout à l'heure, on parlait de la... Ce que je veux dire, c'est quand on dit qu'on passe de 30 000 à 80 000 l'été, ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes qui sont là. Et si elles sont sur la côte, si nous on est présents, et ben sur 50 000, même si on touche 15% de personnes, ça fait quand même du monde, quoi. Donc voilà, en fait, c'est aussi tenir compte de qu'est-ce que vivent les gens. Il y a des gens qui viennent à la cathédrale, apparemment. On s'améliore, hein, Jean-François, on a bien sur la façade de la cathédrale un flash code pour le compte Facebook, pour le site de la paroisse, pour ceux qui viennent, voilà, avoir les infos. Mais voilà, et donc de fait, mais je pense que là-dessus, on n'arrête pas de le dire avec Jean-François, on a besoin d'aide, on a besoin d'une équipe, on a besoin de gens, notamment de jeunes, parce que ça bouge tellement vite qu'il faut des gens qui aient des expériences, enfin l'expérience par rapport à ça, pour la communication, pour le style, pour voilà, ça va très vite, donc là-dessus, on a besoin d'aide. Effectivement, l'été, ce que j'ai entendu, c'est que l'église à la Faute-sur-Mer, par exemple, le samedi soir, l'été, elle est bondée, voilà, donc il y a beaucoup de monde, donc il y a des vrais enjeux. Moi, ma question actuellement, par exemple, ça va être très concret par rapport au presbytère. J'ai Saint-Michel en Lerme, 6 clochers, 2 presbytères municipaux, vides. Un à l'Aiguillon-sur-Mer, où le père Michel il est décédé au mois d'août. Il était parti depuis 1 an et demi déjà. Et donc le père Guy qui était au presbytère de Saint-Michel. J'ai vu les 2 maires pour parler avec eux. Ils m'ont dit il n'y a pas d'urgence. Et juste les Lyons, ils ont besoin de l'étage pour faire des travaux pour accueillir des sapeurs, des pompiers volontaires l'été. Ils ne mettent pas trop la pression, ça va. J'aurais dit, on allait réfléchir, parce qu'il va falloir faire un choix. On ne pourra pas garder les deux. Et je me dis, si on voit la paroisse à l'échelle de la nouvelle paroisse, le pôle de la côte, c'est plutôt celui-là, qui est le plus loin de Luçon, qui est le plus proche de la mer, où il y a plus de monde l'été, qu'il va falloir investir sûrement pour accueillir un prêtre, éventuellement au moins l'été de passage, ou peut-être des jeunes pour venir évangéliser, ou des communautés religieuses, que sais-je, même de passage, pour qu'il y ait un dynamisme missionnaire dans un lieu où il y a beaucoup de vie, beaucoup de monde, beaucoup de familles, l'été. Donc c'est des vraies questions qui se posent, mais c'est stratégique, et si on faut investir, il va falloir, parce que la municipalité, vu le prix du mètre carré à Lyon, vous voyez bien qu'il va falloir qu'on trouve un accord. Surtout que c'est un bâtiment qui est très grand. Donc voilà, c'est des questions qui se posent. La question d'accueillir des familles dans les presbytères est une question intéressante. Le problème de l'Aiguillon, par exemple, c'est que vraiment, c'est 2 mois dans l'année. Après, c'est quand même assez mort, il faut dire ce qui est. Et c'est quand même beaucoup de personnes retraitées, âgées. Ça se pose, mais effectivement, les mairies, c'est un peu compliqué. À cause du fait que c'est pour accueillir un prêtre, il n'y a pas de prêtre. On veut bien vous mettre une salle à disposition pour vous retrouver, éventuellement un bureau d'accueil, mais après, s'il n'y a personne, nous on récupère. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de lieu, tout à l'heure, on parlait de mettre des rencontres ailleurs qu'à Luçon, mais en fait, il faut aussi avoir un lieu où se retrouver. S'il n'y a pas de salle paroissiale, ni de presbytère, on se retrouve où? Ça, c'est un vrai enjeu. Sur la plage. Ouais. Et l'avantage, c'est que, par exemple, pour Chaillé, il y a le presbytère et le centre spirituel qui appartiennent au diocèse, et que c'est très grand. Et salle paroissiale. Salle paroissiale, et c'est très grand. Donc, du coup, là, c'est bon. Nallier, on va récupérer une salle. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut peut-être une salle de Saint-Michel, qui existe déjà. Et puis, donc, sur les Lyons, je pense qu'à mon avis, sur la côte, il faut quelque chose. Vraiment. Parce que sinon, si l'été, on a des choses, si on n'a rien, on a la chapelle de la Faute-sur-Mer, qui appartient au diocèse, avec une petite dépendance, mais vraiment, c'est pas grand, et c'est pas la dépendance en très mauvais état, par exemple. Et c'est des vraies questions, ça. Il va falloir qu'on prenne bras le corps avec le diocèse, d'ailleurs. Avec le diocèse. Ah, oui. Parce que s'il faut investir, oui bien, qu'on a besoin de l'accord du diocèse. On va signer le compromis de vente pour le Pont Gentil, d'ailleurs. Hein, je vous dis. On avance.
15 ans. Dernier groupe? Il reste un groupe ou pas? Ou c'est bon? Non, c'est bon? C'est bon? Voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir ou poser d'autres questions par rapport à ce qui a pu être dit? C'est ça surtout qui peut être intéressant, de réagir, de revenir sur des points qui ont été évoqués. Roselyne? À propos des salles pour se retrouver, se rencontrer, à Chanay, il y a une salle communale, une salle municipale, on va dire, municipale, mais qui a un contrat qui permet de prêter gratuitement à la paroisse, c'est noté, gratuitement à la paroisse quand elle le veut. Parce que c'est à côté, c'est l'ancien jardin du presbytère, en fait, je crois. La salle, c'est l'ancien jardin du presbytère, ça touchait le presbytère, la salle municipale. Le presbytère a été repris par la mairie. Qui est la mairie, oui. Et effectivement, mais que ce soit cette salle-là où il y a encore 3 autres salles un peu plus loin. On a prévu de venir, par exemple, faire un dimanche à la joie. On a trouvé la date, là, à Chanay. Voilà, justement, comme vous l'avez dit, où c'est important qu'on va organiser des choses, de ne pas toujours faire tout le temps à Luçon et au centre, mais de pouvoir organiser la future paroisse, une fois à Saint-Michel, une fois à Chaillé, de pouvoir tourner, et que les gens, tout le monde se déplace. Au moins, essayer de faire l'effort de se déplacer. Voilà. Ça, c'est une vraie question. D'autres réactions, d'autres remarques ou questions psychatives? Nicolas veut dire quelque chose. Jean-François veut dire un truc. Oui, oui, pour la communication. Non, absolument pas. Non, pas du tout. N'avez-vous pas peur que si vous faites 2 paroisses et non pas une paroisse doyennée, on arrive d'ici 10 à 12 ans à se reposer la même question qu'on se pose aujourd'hui? Oui, très bonne question. Le fait que Jean-François était partisan d'une seule paroisse. Mais alors, l'idée là, en tout cas l'évêque nous l'a redit, c'est qu'on va passer donc de 59 paroisses à environ 30-35 sur la Vendée. Souvent, c'est 2 paroisses qui vont fusionner, qui ont parfois déjà un même curé, donc qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis plusieurs années. Ce qui va se passer un peu d'ailleurs chez nous, même si c'est un peu plus récent. L'idée, c'est d'ensuite d'arrêter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a plusieurs prêtres, d'ailleurs, qui ne voulaient pas qu'on fasse de réforme de paroisse. Parce que, justement, c'est trop gros au niveau des structures. Alors, justement, il faut trouver l'équilibre, je pense. Je pense que cette réforme de paroisse peut trouver l'équilibre. Pour avoir une paroisse de 20 clochers environ reste à peu près raisonnable dans un avenir où il y aura moins de... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que... Mais où, quand même, il y a toute une part de fidèles qui sont plus là. En tout cas, ça va baisser. Pour qu'ensuite, par exemple, il puisse y avoir un curé pour 2 paroisses. Et qu'on garde un conseil économique, une équipe pastorale, sur une zone de 20 clochers environ, voilà, pour garder cette dynamique. Et qu'on n'y revienne pas. L'évêque, quand il est arrivé en 2018, il a 7 ans à faire, il lui reste 4 ans. Il voyait bien la nécessité de pouvoir faire cette petite réforme de structure pour pouvoir se concentrer sur la mission, sur d'autres objectifs pour créer une dynamique. Et que vraiment on passe après à autre chose. Parce que 59 paroisses, ça fait encore quand même beaucoup de paroisses. L'idée, c'est quand même qu'avec 35-40 paroisses, on peut penser quand même, même si tous les prêtres ne sont pas forcément faits pour être curés, parce qu'il ne faut pas non plus tout le monde, c'est pas toujours le cas, mais qu'on peut penser qu'avec 40 curés, on puisse avoir un curé par paroisse, au moins. C'est ça l'idée. Donc d'arrêter à ce niveau-là. Et justement, dans la réflexion et les questions qui se posent dans le doyenné de la Roche et Montaigu, où en fait c'est des villes qui explosent au nombre d'habitants. En fait, la question c'est est-ce qu'il faut vraiment regrouper là? Parce qu'il y a tellement d'habitants en plus, et les années à venir, ça va être encore plus fort, entre la Roche et Nantes là, que est-ce qu'il ne faut pas garder la structure comme ça avec 7-8 clochers, comme actuellement, et puis voir si un curé ne peut pas faire les 2, parce que sinon les communautés vont vraiment être trop grandes. Voilà, donc c'est des vraies questions qui se posent selon les lieux. C'est l'idée. Et puis, ce qu'on disait quand même, la paroisse vue avec le curé, ok, mais pas que le curé, aussi au niveau des communautés chrétiennes locales. Et je pense qu'effectivement, autour de 20 clochers, on doit pouvoir créer une dynamique. 40,
il y aura vraiment des dégâts collatéraux, comme on dit. Hein. Ça veut dire qu'il y a toute une partie qui risque d'être un peu délaissée ou laissée en friche, à part 2 ou 3 familles qui pourront, et ça, enfin, il me semble, hein, après, peut-être que dans 20 ans, il y aura des réajustements, peut-être, mais quand même, il faut qu'on fasse attention à ça, hein, que ça reste quand même, que des gens, sur une paroisse, puissent arriver quand même à se connaître, un minimum. Hein. C'est quand même important. Et déjà là, pour vous, ça va pas être si simple que ça, hein, parce que, vous voyez bien, hein, ça fait quand même une sacrée distance. Hein. Et encore, nous, on n'est pas dans des pays de montagne, là. Hein. Oui. Les circulations sont relativement faciles. Ce que j'allais dire, hein. Ça va. Nous, il ne faut pas qu'on se peigne trop, c'est pas la Creuse. Il n'y a pas 3 heures de route pour aller d'un bout à l'autre. Hein. Voilà, c'est pas la Creuse, on a quand même une population qui est en augmentation, un dynamisme. Voilà, c'est pas des montagnes. J'ai un copain prêtre qui est dans le Jura. Il faut dire qu'ils ont des distances à faire. Quand c'est l'hiver et qu'il neige, c'est encore autre chose. Bah, en même temps, c'est leur habitude. Hein. Oui, voilà, après, ils s'adaptent, mais c'est que nous, je pense que dans le sens, il ne faut pas trop se plaindre. Il y a peut-être du verglas d'ailleurs quand on va sortir. Non. Là, non, je ne crois pas. On parlait éventuellement, est-ce que ça allait pas, le risque n'était pas de refaire une réforme de paroisse dans pas longtemps, mais ça fait des doyennés en revanche qui sont très inégaux. Finalement, avec cette réforme de paroisse, nous on n'a que 2 paroisses dans notre doyenné. Le doyenné des Herbiers ou de Fontenay, ils sont à 10 paroisses. Et mais ça va changer. Oui, mais ça va diminuer. Oui, mais du coup, est-ce que plutôt ce qui va se pointer dans 10 ou 15 ans, c'est pas de se dire finalement on va fusionner 2 doyennés? Oui, mais ça c'est moins pour le coup, le doyenné, c'est pas une structure qui est plutôt pour l'organisationnel intra-ecclésial qui concerne plutôt le diocèse que pour les gens. Bon, le doyenné, s'il y a des choses qui se font de plus en plus en doyenné, nous on pourra continuer parce qu'il n'est pas trop grand. Et par exemple, la paroisse de Fontenay, ils vont passer de 8 ou 9 actuelles paroisses à, je crois, 4. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est comme ça, même si ça va être aussi très inégal. Voilà. Il n'y a que l'île Dieu, Normoutier qui reste. Et ce sera plus après, mais on va peut-être pas en dire plus maintenant. Non, parce que là, ce sera plus après savoir quels moyens on va avoir pour travailler en doyenné. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un secrétariat, est-ce qu'il y aura même une personne... oui, c'est ça que j'ai vu. Hein, oui, je pense que c'est ça aussi. Mais bon, on va peut-être pas... Après, non, mais juste par rapport à ça, parce que je ne l'ai pas dit, le but du diocèse actuellement, comme dans d'autres diocèses d'ailleurs, c'est de recruter des assistants de mission, assistants de direction, entre guillemets, mais de mission, auprès du doyen, des prêtres, des équipes de bénévoles, de paroissiens, pour pouvoir les accompagner dans des services administratifs, secrétariat, organisationnel, agenda, etc. Pour décharger d'abord les curés qui ont, je vais vous dire, c'est simple. Le doyen. Non, c'est les curés. Pas que le doyen, c'est plus large. Et pour aussi permettre de créer du lien avec les équipes et d'aider à ça. Donc il y a actuellement, notamment aux Herbiers et à Fontenay, il y a un peu pilote pour voir le profil à dégager, à définir, les heures à donner. Enfin, voilà. Donc ça se cherche encore un peu. Mais c'est un poste intéressant dont on aura vraiment besoin. Ouais. D'autres, ça va? Est-ce que Nicolas Ocati voulait dire un petit mot ou pas? Ces laïcs sont en mission ecclésiale, des LEM? Alors, c'est pas des LEM, c'est des assistants de mission. C'est pas une mission de 3 ans normalement, c'est un travail, un recrutement sans CDI normal. Mais ça se cherche, donc tout n'est pas encore très bien défini. Moi, je voulais juste rajouter que, ça a été dit, c'est que finalement tout l'enjeu de ces nouvelles paroisses, c'est de faire Église ensemble. Voilà. Et je crois que ça c'est vraiment important. Et quand on parle de communauté de proximité, c'est que dans tous les secteurs, ce serait chouette qu'on ait des gens qui se retrouvent pour prier. Alors, on ne pourra pas avoir de célébration partout, c'est sûr, mais parfois pour des messes en semaine, ou des temps de prière, ou des temps de se retrouver à l'église, d'ouvrir l'église. Je crois que l'objectif de ces nouvelles paroisses, je pense au synode, en plus, on n'a pas parlé du synode, hein, on va réfléchir ensemble en église à la façon dont on vit en église, à la diaconie, voilà, hein, c'est-à-dire la fraternité. Comment est-ce qu'on va vivre en église avec ce schéma-là? On est dans une église qui change,
on est dans des paroisses qui changent. On a beaucoup réfléchi en disant autour de la célébration dominicale des messes, mais c'est très important, je suis bien d'accord. Mais comment est-ce que chacun d'entre nous va faire pour qu'on arrive à appeler des gens et à vivre en Église dans tous les secteurs, quoi. Et je crois que c'est... Alors, on est peut-être amené, il faut peut-être profiter du synode, ça tombe bien, pour former des équipes synodales, pour réfléchir à ça et se dire, je crois que l'enjeu, c'est comment on va vivre en Église. Enfin, on va vivre l'Évangile, quoi, la fraternité. Alors, avec tout ce qui existe, hein, on va dire, je pense au SEM, je pense à le secours catholique, enfin, on a parlé de secours catholique dans certains coins, mais il y en a un peu partout. Enfin, je vois à Noreuil, je vois ils sont actifs. Et il y a plein de petites choses qui naissent comme ça. Et ne serait-ce que d'appeler des gens à aller ouvrir l'église, à regarder, à l'entretenir, à la faire vivre, à regarder s'il y a des gens qui viennent visiter. Certains ont dit, quand on se promène l'été, on rentre dans une église, c'est chouette qu'elle est ouverte. Mais ces petites choses-là, c'est ce qui fait qu'on va faire église. Et peut-être ça permet aussi d'appeler des gens qui ne vont pas prendre de grandes missions, mais qui seront là. Voilà, qui seront là pour qu'on vive en église. Et c'est cette dimension-là, voilà, c'est pas facile, mais si on voit cet esprit d'église et d'ouverture sur toutes les personnes qui pourraient participer autour de nous, je crois que on a du boulot, c'est bien. Très bien. On va être heureux. Beau défi. Merci Nicolas. Effectivement, alors, juste un petit mot, Jean-Michel. Juste un petit mot. Ouais, parce que, enfin, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, il y a le synode qui vient d'être lancé là, au niveau de l'Église universelle. Donc nous, notre diocèse, on est un peu en retard à cause de l'actualité et de la réforme des paroisses. En même temps, ce qu'on vit en réforme des paroisses rentre dans une forme de démarche synodale et inversement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir ça. Malgré tout, il y a une démarche synodale à part entière qui est un peu précipitée et on n'a pas énormément de temps puisque pour le 15 avril, il faut faire remonter au diocèse les remontées des échanges d'équipes synodales. Peut-être parce qu'en fait, l'évêque a confié ça plutôt au diacre. Juste un petit mot, Jean-Michel. Allez, invite alors. Allez. On s'est dit, c'est la soirée qui va être la toute courte, il n'y aura pas le temps, c'est la seule où on va déborder. Alors, rapidement, oui, synode, Kesako. C'est un gros mot, le mot synode. Peut-être qu'on pourrait le traduire par marcher ensemble, hein, d'accord ? Mais je vous renvoie à l'édito du bulletin paroissial qui a été fait par... Voilà. Et je pense qu'il explique peut-être encore mieux que ce que j'aurais pu le faire ce soir. Donc n'hésitez pas à relire cet édito. Et puis vous avez une autre page qui concerne aussi le synode. C'est au milieu. Voilà. 2 pages. Ouais. 2 pages. Voilà. Moi au début, alors je vous donne mon sentiment. Vraiment au début, quand j'ai vu arriver ce synode, je me suis dit encore un truc qui nous tombe dessus, il va falloir se mettre en équipe, ça va être long et tout ça. En fait, ça tombe bien puisqu'on est dans l'urgence. Et donc, comme on est dans l'urgence, les équipes qui vont se former, d'ailleurs qui peuvent être bâties sur ce qui est existant déjà, peut-être, par exemple pour le SEM, ou ceux qui sont en équipe Notre-Dame, ou etc. Donc il y a les alphas, etc. Il y a déjà des équipes qui existent, donc on pourrait peut-être s'appuyer là-dessus, pas que, mais bon, on pourrait s'appuyer là-dessus. Moi je me suis dit, ça va être long, ça va être long. En fait, si on pouvait faire au moins 2 réunions, ça serait pas mal. Une qui serait pour expliquer un petit peu ce qu'on attend de nous. Et là, du coup, moi, je me rends libre pour aller dans toutes les équipes qui vont se constituer pour la première réunion. Puis ensuite, je vous laisserai un peu tranquille quand même pour essayer de faire la 2e réunion tout seul. Et éventuellement une 3e, ça serait pas mal, parce que moi, je me disais, janvier, février, mars, et puis en mars, on fait notre bilan, et au 15 avril, on est sûr que notre bilan, il est fait. Donc, ça serait pas si mal que ça. Et vous voyez que vous vous engagez pour quelque chose qui est court. 3 réunions maximum. Bon. Je crois que c'est faisable. C'est faisable. Surtout que, merci Jean-Michel, et surtout que c'est très bien fait au final. Vous avez tout sur, Jean-François a tout mis sur le site de la paroisse ou sur le site du diocèse également. Ça se présente un peu comme ça, avec des fichiers, des petits thèmes. C'est très spirituel. C'est d'abord pour méditer la parole de Dieu. Donc le but, c'est de prier ensemble. Et puis, on choisit un thème parmi 10, je crois. Et c'est bien présenté, c'est quand même vraiment bien fait. Et effectivement, comme le dit Jean-Michel,
Faut pas trop se prendre la tête, hein, il suffit de faire une ou deux ou trois rencontres. Mais déjà une, c'est déjà pas mal, vraiment. Oui, deux, c'est mieux, mais je suis d'accord, mais bon, des fois, mais c'est toujours mieux, mais voilà, ce serait mieux que rien. Et de s'emparer d'un des thèmes et de compléter la feuille qui est proposée pour faire la remontée de l'échange qu'il y a pu avoir sur un thème particulier. C'est tout simple, je pense que la démarche synodale, par principe, ça vaut autant. Il ne faut pas faire en vue de révolutionner l'Église en disant que voilà, parce qu'il y a une synthèse de synthèse avant que ça remonte, mais c'est de la vivre. Quelle expérience on peut vivre en Église ensemble, en priant ensemble, en petite fraternité, parfois en invitant plus largement, et sur un thème qu'on va partager sur notre vie ecclésiale, qui peut intéresser toute la vie de l'Église. Voilà, donc c'est pour ça que ça vaut le coup. Et puis en fait, vraiment dans la démarche qu'on vit de réforme des paroisses, de dynamique missionnaire, etc., ça rentre complètement dedans. Il ne faut pas hésiter à l'intégrer dedans. Moi, j'avais retenu deux mots de ce qu'on a pu me dire là-dessus. Hein. C'était le mot chance. Je crois que ces équipes, c'est une chance. Donc allons-y, quoi. Hein. Et puis le deuxième mot que j'ai retenu, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Déjà, le fait de vivre en petits groupes. Alors oui, on n'a pas parlé du nombre. Je pense que 6, autour de 6, c'est pas mal. Hein. Et il ne faut peut-être pas être beaucoup plus. Hein. Voilà. Autour de 6, on peut déjà faire quelque chose de pas mal. Et du coup, je pense, par exemple, Alpha, ça peut être une soirée en plus bonus sur ça, par exemple, ou deux comme ça, qui peut être sympa avec des gens qui arrivent de l'extérieur. Il y a un vrai mélange là, qui est intéressant. Et donc, et justement, ça rejoint, et je terminerai par là, en petite équipe. Un des objectifs des nouvelles paroisses, justement, ça se fait dans d'autres paroisses, c'est de pouvoir constituer des fraternités. Des fraternités de 10-12 personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se choisissent pas forcément, et qui vont vraiment vivre l'évangile localement. Voilà, ça fait une petite fraternité dans chaque paroisse, dans chaque communauté ecclésiale de proximité. On y reviendra, on y travaillera en doyenné et en paroisse. On a parlé de maison d'évangile. Voilà, ça résonne. Mais quelque chose qui existe sur le diocèse, tout à fait. Qui peut aussi. Tout à fait correspondre. Tout à fait. Il y aura des moyens. Voilà, il y aura des moyens. Voilà. Mais stop, hein, parce qu'on a dépassé. Oui, voilà. Merci Jean-Michel, c'était un peu rapide, mais on va, pour terminer en se confiant à la prière de la Vierge Marie, on est la veille du 8 décembre, et l'occasion de se confier à Marie, de lui confier à notre diocèse, nos paroisses, notre doyenné, et tout cet élan missionnaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.